Pourquoi la France a-t-elle voulu établir le dialogue avec la Fédération de Russie en prévision à d'éventuelles négociations et ce sans l'Ukraine? La question se pose avec insistance. 24 heures après la réaction du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, au moment où les pays occidentaux cherchent plus que jamais à afficher un front uni dans leur soutien à Kiev, martelant qu'aucune décision ne pouvait être prise sur l'Ukraine dans le dos de Volodymyr Zelensky. Mais pourquoi la France veut-elle faire cavalier seul? Que faut-il attendre de cette offensive pour un pays qui brille par sa position ambiguë dans un conflit ouvert aujourd'hui à des négociations avec Moscou, mais pourtant hier favorable à l'envoi des troupes au sol en Ukraine? Que fera la Fédération de Russie qui, de son côté, ne ferme aucune porte et se dit prête à échanger avec tous les pays qui font d'une paix durable en Ukraine une véritable priorité? Nous tenterons bien sûr de cerner les contours de ces révélations du ministre russe des Affaires étrangères dans quelques instants. Mais bien avant, nous parlerons de ce communiqué rendu public par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a exprimé sa vive préoccupation face aux allégations portées par la Confédération de l'AES contre le Nigeria et d'autres membres de l'organisation accusée de parrainer le terrorisme. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 26 décembre 2024, la commission de la CEDEAO a catégoriquement refuté ces allégations qu'elle juge non fondées et contraires aux efforts constants de la région pour promouvoir la paix et la sécurité. L'organisation sous-régionale appelle les États membres à privilégier le dialogue et la collaboration tout en s'abstenant à formuler des accusations non étayées par des preuves. Quelle crédibilité doit-on accorder à cette sortie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Ce communiqué en question peut-il, d'une façon ou d'une autre, remettre en cause la sortie du collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES? Retour ce soir sur ce que dénonce précisément la CEDEAO au regard justement de l'évolution du contexte politique au niveau de la sous-région. Voilà qui plante le décor de cette émission de Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Une thématique principale aux côtés d'une thématique d'accueil pour terminer en beauté cette semaine. Bienvenue à vous, vous êtes sur For You Media Africa, votre média panafricain. Vous êtes surtout au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Et en guise de thématique d'accueil, ce soir, nous reviendrons largement sur le communiqué rendu public par la CEDEAO il y a quelques heures seulement. La commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest refute les allégations portées contre le Nigeria et certains membres de l'organisation. Vous vous souvenez certainement de ce communiqué du Collège des chefs d'État de l'AES lu à la télévision nationale, c'était dimanche dernier, par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Amadou Abdraman. Un communiqué balayé d'un revers de la main par la CEDEAO. S'agit-il d'une nouvelle, du moins d'un nouvel épisode de tension entre ces deux organisations qui, plus que jamais, se regardent en chien de faïence? Nous tenterons de répondre à cette question dans un court instant. Et puis, en deuxième partie, nous tenterons également d'apporter quelques éléments d'explication à cette démarche diplomatique entreprise par la France. Et ce, dans le dos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Paris, plus que jamais favorable et qui souhaite d'ailleurs ouvrir le dialogue avec la Fédération de Russie pour trouver une solution définitive à ce conflit du côté de l'Ukraine. Mais entre-temps, la France y va seule, sans toutefois impliquer ni de près ni de loin l'Ukraine, l'un des principaux acteurs d'ailleurs de ce conflit. Mais pourquoi la diplomatie française veut-elle faire cavalier seul? Nous tenterons également d'expliquer tout cela dans un court instant aux côtés de nos invités. Le premier réagit depuis Manitoba. Il est au Canada, au nord des États-Unis. Shehelu Lawson, analyste politique, président du mouvement pour un Togo nouveau, leader du projet panafricaniste Pyramide. Merci à vous, Shehelu Lawson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à mon frère et ami Bené. Permettez-moi de vous saluer, de vous présenter également mes vœux, les meilleurs de santé, de paix et de joie à vous, à toute votre équipe, à la direction de For You Media
mais également à tous les panafricanistes qui portent ce combat de libération de souveraineté de l'Afrique. Je leur souhaite donc santé, sérénité et surtout leur engagement renouvelé pour l'aboutissement de ce combat. Vous savez, M. Nguéné, cette fête de la nativité, de la renaissance, qui est chrétienne, a une profonde origine dans l'Afrique antique, dans l'Égypte antique. Cette fête du roi Soleil, le solstice d'été, et qui détermine un changement de cap où on part justement de l'hiver, en tout cas, vers la lumière. C'est cette lumière, ce soleil et ce changement de temps, n'est-ce pas, de nos ancêtres, les Égyptiens, qui a quelque part construit ce discours, ce narratif de l'enfant Jésus. Et donc, c'était une fête égyptienne à la base qu'on a changée, puisque Jésus est considéré comme le sauveur, la lumière du monde. Donc, profondément, c'est une fête africaine. Il faut donc saisir l'occasion pour présenter nos vœux de santé, de paix, de bonheur et de sérénité à tous les panafricains. Pour avoir dit ça, M. Nguéné, vous comprendrez alors que j'évoquerai ces Africains qui souffrent, qui sont malades, qui souffrent dans les prisons, notamment les prisonniers politiques togolais que Faure Gnassingbé maintient, n'est-ce pas, dans des conditions atroces, inhumaines, cruelles. En ce temps de fraternité, en ce temps de fête, en ce temps de joie, naturellement, on devait être porté par l'humanisme pour permettre la libération de ces prisonniers politiques pour qu'ils aillent fêter, en tout cas avec leur famille, retrouver le lien familial. Mais non, on constate plutôt à l'autisme, on constate plutôt à le fait que on les maintient dans une forme de méchanceté gratuite dans ces prisons. Donc nous réclamons leur libération ainsi que tous les prisonniers partout en Afrique, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'arrivent pas justement à partager, à trouver la joie nécessaire en cette fin d'année. Nous leur souhaitons, n'est-ce pas, de recouvrer la liberté, la joie, la paix, la santé. Voilà ce que je peux dire essentiellement pour commencer cette émission. Monsieur Nguéné, merci pour votre invitation. C'est moi, du moins, c'est toute l'équipe de For You Media Africa qui vous remercie. Chez Hello Lawson. La CEDEAO soutient le Nigeria et les autres États membres de la communauté, ou du moins de l'organisation, contre les allégations infondées. C'est le titre de ce communiqué signé à Abuja ce 26 décembre 2024. Je vais vous lire d'ailleurs l'essentiel de ce qui est dit dans ce communiqué en réponse justement à un premier fait. Dimanche dernier, nous étions précisément le 22 décembre par le Collège des chefs d'État de l'AES. Voici ce que répond donc officiellement la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres de la CEDEAO. La Commission soutient fermement le Nigeria et les autres États membres de la CEDEAO contre les allégations selon lesquelles ils parrainent, ou du moins ils parraineraient, le terrorisme. Depuis des années, le Nigeria soutient la paix et la sécurité de plusieurs pays, non seulement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur le continent africain. Les récents succès enregistrés par la force multinationale mixte dirigée par le Nigeria démontrent l'engagement du pays envers la paix et la sécurité de toute la région. La CEDEAO refute donc toute suggestion selon laquelle un pays aussi généreux et magnanime deviendrait un État parent du terrorisme. La CEDEAO appelle tous les États de la sous-région à promouvoir le dialogue et la stabilité et à s'abstenir de faire des accusations qui ne sont pas soutenues par des preuves. Fait à Abuja, au Nigeria, ce 26 décembre 2024. Alors, chez Lawson, c'est une réponse au Collège des chefs d'État de l'AES qui, dans un communiqué rendu public le 22 décembre dernier, revenait justement sur le caractère irréversible de leur retrait de la CEDEAO, rejetant entre autres passages le délai de 6 mois accordé justement par l'organisation, mettant également par la même occasion toutes les forces de défense et de sécurité en état d'alerte
maximale. Sauf que nous avons cette sortie de la CEDEAO qui contre-attaque et qui ne se limite pas à un simple communiqué qui va jusqu'à vanter, voire saluer les mérites d'un pays comme le Nigeria, dont l'engagement dans la lutte contre le terrorisme n'est plus à démontrer. Alors, quelle est la crédibilité qu'il faudrait accorder à cette sortie, celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Il me semble de toute évidence que ce communiqué relève un peu de l'amateurisme. On a l'impression que ce n'est pas une organisation sérieuse qui a débité ce communiqué. Quand on porte une grille de lecture du point de vue politologique sur ce communiqué, on a le sentiment que ça a été fait par des amateurs qui ne présentent pas vraiment, je dirais, les canons d'une organisation qui est sérieuse en soi, vous voyez. Et donc, il me semble que d'abord la rapidité avec laquelle ce communiqué est sorti, son contenu, dans le fond et dans la forme, on est carrément dans l'amateurisme. On a l'impression que c'est des liseurs de motions et qui lisent quelque chose tout simplement pour contacter, n'est-ce pas, leur parrain d'une certaine manière. Alors, M. Nguéné, quand vous prenez le communiqué en soi, d'abord la CEDEAO, de par sa posture, s'il y a de telles accusations, eh bien, il me semble que la démarche rationnelle, la démarche professionnelle serait justement de rassembler les éléments. Il y a des accusations, eh bien, qu'ils fassent leur enquête et à la suite de l'enquête, ils peuvent sortir un communiqué pour dire « Nous avons reçu les accusations du Niger, du président Tiani. Nous avons procédé tout à fait naturellement à des vérifications des faits. Nous avons ouvert une enquête. À la suite de nos enquêtes et sur les éléments probants, eh bien, nous sommes en lieu d'affirmer que ces accusations sont infondées. » Alors, aujourd'hui, quand vous lisez ce communiqué, la CEDEAO ne dit pas sur quel élément tangible eh bien, il s'est appuyé pour sortir ce communiqué. D'abord, c'est le premier questionnement qu'on peut se faire. Le deuxième élément, eh bien, c'est que ce que dit le président Tiani, c'est des faits, c'est des éléments concrets. Et donc, ces éléments-là, on n'a pas vu la CEDEAO apporter, n'est-ce pas, apporter justement un démenti sur la base de ces faits qui sont, c'est pas seulement de la fabulation, c'est pas seulement de la préjudication, mais c'est des faits concrets. On a donné des adresses, on a donné des dates, on a cité des noms. Eh bien, la CEDEAO vient un peu comme dans une épicerie, nous balancer, n'est-ce pas, ce communiqué complètement farfelu au visage. Alors, c'est une insulte à l'intelligence des Africains et ça prouve justement que la CEDEAO est une organisation qui, tout simplement, est dans le faire-valoir et qui, tout simplement, ne fait que être le paravent d'un système france-africain, d'un système de prédation de violence mis en place pour déstabiliser des Africains. Le troisième élément qui me paraît absolument aussi important, qu'il faut souligner, mettre en relief, mettre en exergue, c'est la question du terrorisme. La question du terrorisme. Et sur ce sujet, toutes les attaques, toutes les violences auxquelles les pays du Sahel ont été confrontés, la CEDEAO était abonnée, absent à toutes ces violences, à tout ce chaos, n'est-ce pas, dont on connaît l'origine et toute la mécanique de l'OTAN qui déstabilise la Libye et qui a créé tous ces foyers de tension pour créer des États faillis et ensuite utiliser ce prétexte et le contexte pour justement créer vraiment une situation de justification, n'est-ce pas, de la recolonisation de l'Afrique à cause de toutes les richesses dans le Sahel. On connaît ce narratif. Et maintenant, face à la révolte, face à la résistance, n'est-ce pas, face à la révolution des patriotes africains, le colonel, le général Assimi Goïta, le capitaine
Ibrahima Traoré et le général Tiani, face à ces dignes fils africains qui ont décidé, n'est-ce pas, de se battre et pour redonner à leur pays, à leur population, à toute l'Afrique, n'est-ce pas, la noblesse et la dignité de la souveraineté. Voilà la CEDEAO qui a échoué pendant ces 50 dernières années, depuis sa création. Eh bien, c'est CEDEAO maintenant qui se permet de devenir le porte-parole, n'est-ce pas, de ce système de violence, de prédation imposé justement aux Africains. Alors nous qui pensons que la CEDEAO est en situation de mort cérébrale et qu'il lui faudrait justement le dernier clou sur son cercueil, eh bien, nous sommes confortés justement par ce discours, ce communiqué qui est complètement irrationnel, qui est ignorant des réalités et qui trahit, n'est-ce pas, leur volonté de se mettre au service de la prédation, de la violence et de l'exploitation, n'est-ce pas, par les Occidentaux qui veulent déstabiliser, qui veulent créer le chaos, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux encore s'accaparer des richesses du continent. Donc c'est lamentable ce discours, c'est vraiment lamentable ce discours, et ça vient justement démontrer que la CEDEAO, qui a été créée depuis 1975, a échoué sur tous les plans. Sur le plan économique de l'intégration régionale, l'heure du bilan va arriver l'année prochaine, où le seul instrument même d'intégration entre les États, elle a été incapable, n'est-ce pas, de la créer, et qui est la monnaie de la CEDEAO. Et pourquoi elle a été incapable? Justement parce que la France ne voulait pas, la France y a opposé, n'est-ce pas, la monnaie nazie du franc CFA. Échec également sur le plan sécuritaire, puisque la sous-région a connu que des guerres, que ce soit la guerre du Libéria, que ce soit la guerre en Sierra Leone, que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été dépecée et violentée par la France-Afrique. Eh bien, la CEDEAO a été incapable de prévenir, n'est-ce pas, tous ces conflits. Et enfin, la grande question du terrorisme auquel les pays du Sahel sont confrontés, la CEDEAO a été aussi incapable de ce point de vue. Donc, échec sur le plan de l'intégration, sur le plan économique, échec sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, et enfin, échec sur le plan même politique, puisque la démocratie, n'est-ce pas, qui fait partie justement je dirais, du protocole de la CEDEAO, eh bien, il y a des pays comme le Togo, des pays comme le Togo s'est opposé justement à ce protocole qui a fait en sorte que, eh bien, au cœur de la CEDEAO, il y a un mouton noir qui remet en cause tous les principes, n'est-ce pas, de démocratie, d'alternance, de bonne gouvernance. Et ça, la CEDEAO plutôt a accompagné le Togo dans toutes ces violations, que ce soit en 2005 avec la prise du pouvoir de façon monarchique, en violation même des tests de la CEDEAO et du Togo, de la constitution togolaise, que ce soit en 2017 où Fagne Sindé s'est imposé encore par la violence, la CEDEAO les a accompagnés. Enfin, le fait que Fagne Sindé a encore braqué la constitution togolaise pour arracher aux Togolais le droit de choisir leurs dirigeants. Tout ça, la CEDEAO est abonné absent, mais elle vient sortir un communiqué pour attaquer justement les pays du Sahel. Ça prouve justement son rôle, n'est-ce pas, de servir tout simplement de manche à la violence, à la prédation des Occidentaux contre les Africains de l'Ouest. Et ça, nous ne serons jamais d'accord avec cette façon de se comporter en ce 21e siècle où l'Afrique est appelée justement à asseoir une volonté de souveraineté, de dignité et de liberté des peuples africains. Est-ce que vous m'entendez? Constitue depuis des années aujourd'hui un soutien à la paix et à la stabilité dans plusieurs pays, non
pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de façon générale, mais aussi les récents succès enregistrés par la force multinationale mixte dirigée par le Nigeria démontrent l'engagement du pays envers la paix et la sécurité dans toutes les régions. Que dites-vous justement de ce rôle majeur relevé par la CEDEAO, ce rôle joué par le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme de façon générale en Afrique? Et n'est-elle finalement pas dans son rôle celui de défendre avant tout les membres de son organisation, ou du moins de son institution, face à certains qui ont claqué la porte? Il me semble, de toute évidence, qu'ici, il ne s'agit pas de se porter avocat, n'est-ce pas, d'une situation dont on n'a pas les éléments probants, les éléments tangibles. Vous voyez, c'est comme si entre l'intangibilité et la tangibilité, eh bien, la CEDEAO ne retrouve pas son chemin d'une certaine manière. Ici, il ne s'agit pas de mettre en cause l'État du Nigeria. Il s'agit de mettre en cause le choix, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dirigeants et qui ont accepté de servir de manche à l'Occident criminel, à la France qui organise le chaos dans ces pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ici, les autorités nigériennes ont collaboré avec le Nigeria et même quand ils ont arrêté des terroristes, ils ont permis au Nigeria, à son équipe de sécurité, de venir les interroger, avoir des éléments. Donc il y a une volonté de collaboration. La CEDEAO devait plutôt l'apprécier. Plutôt, la CEDEAO préfère tout simplement sortir un communiqué bidon, un communiqué complètement alambiqué et qui ne porte pas, en tout cas, les grilles d'analyse d'une organisation sérieuse, d'une organisation structurée, qui a, n'est-ce pas, du répondant, qui a une vision et qui s'appuie sur un professionnalisme politologique. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Il me semble, en tout cas, de mon point de vue, que ce que la CEDEAO devait faire, c'est d'aller vérifier les faits. Il ne s'agit pas de mettre en cause les États, mais c'est la politique de certains chefs d'État. On a mis en cause Tinubu, par exemple, d'avoir permis, n'est-ce pas, que sur son territoire, il y ait un groupe un groupe terroriste qui puisse prospérer. La France a choisi d'armer ces groupes sur son territoire. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui relève de la sécurité de l'État. La même chose au Bénin. On indique avec des précisions scientifiques, avec des coordonnées précises, l'emplacement, n'est-ce pas, de ces forces de l'ombre de la France qui organisent le chaos. Et là aussi, les autorités béninoises ont des éléments de vérification. Et je ne comprends pas pourquoi la CEDEAO fait blackout complètement de ces éléments factuels et ne va pas les vérifier. On évoque la même chose également pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas les États qui sont mis en cause, mais plutôt le choix politique d'un certain nombre de dirigeants qui veulent se faire, justement, qui sont des vassaux ou qui acceptent le rôle de traîtrise, de trahison, de servir de manche à l'occidental, à l'européen, à la politique française, de l'élite française, de l'oligarchie française, pour pouvoir justement créer le chaos. Et c'est là où ils prouvent toute leur inintelligence, d'une certaine manière, parce que les Africains, eux, ne vont pas en Amérique, ne vont pas en Europe ou en Asie proposer de tels deals, n'est-ce pas, aux autres pays européens pour créer le chaos dans leur pays en fonction de leurs intérêts. Pourquoi c'est seulement l'Africain à qui on propose, n'est-ce pas, ce deal de tuer l'autre Africain ou de servir de manche ou de servir de courroie de transmission au chaos, à la déstabilisation au nom de son propre profit? Pourquoi on ne peut pas s'inscrire dans une vision globalisante, dans une vision panafricaniste, dans une vision de bien-être des intérêts du continent africain? C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Donc la CEDEAO, me semble-t-il, a été phagocytée par la politique impérialiste. On a transformé la CEDEAO en un outil de domination, d'asservissement. C'est ce qu'on appelle la
nationalisation, c'est-à-dire qu'on amène au sein de cette organisation la capacité pour les pays de perdre leur souveraineté pour se retrouver dans un cercle contrôlé, dans un cercle régional contrôlé par l'Occident pour servir d'arme, n'est-ce pas, de domination, d'imposition, d'injonction en fonction des intérêts que le capitalisme européen trouve absolument vital pour son existence. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il me semble que ce communiqué dénote tout simplement de la bêtise, de l'inintelligence, de cette capacité, cet aplaventrisme de certains Africains de servir, de faire valoir de manche à l'âme impérialiste occidentale pour déstabiliser, pour déstructurer. Il me semble, de mon point de vue, qu'il va falloir tout simplement sortir de cette posture, de cette posture d'esclave de maison, pour mettre en action notre intelligence, notre capacité à défendre l'Afrique, à défendre les intérêts des Africains et sur ces sujets, sur ces enjeux, eh bien, être capable de vérifier les faits, de faire une enquête et d'arriver avec des éléments probants, c'est-à-dire des éléments en dehors de tout doute raisonnable qui permet d'apporter la contradiction. Tant qu'on n'a pas ces éléments, eh bien, ces affirmations relèvent tout simplement de la bêtise, de l'imbécilité, me semble-t-il, si vous me permettez l'expression, et qui dénote qu'au niveau de la CEDEAO, eh bien, c'est des gens qui sont tout simplement au service de l'impérialisme et de la violence impériale. On a vu d'autres pays l'essayer, le cas du Burkina. On a vu comment le Burkina aujourd'hui est lui-même victime du terrorisme. Et donc, à chaque fois que vous servez de manche d'armes à l'impérialisme, vous n'êtes pas vous-même sorti du bois, puisque de toute façon, eh bien, ça va se retourner contre vous. On l'a vu le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien, dans d'autres pays également. Il faudrait que les Africains se réveillent et ne pensent pas à leur petit boulot, à leurs petits intérêts ou à leur ascension sociale. Il faudrait qu'ils se projettent dans ce qu'on appelle le bien, n'est-ce pas, communautaire, le bien panafricain, et être porteur justement de ces enjeux et ne servir pas tout simplement de faire valoir à la volonté occidentale qui instrumentalise, aliène et qui nous transforme tout simplement à des outils de déstabilisation de nous-mêmes, de nos intérêts, pour pouvoir tout simplement flatter l'ego de certains qui finalement vont payer le prix. On a vu, l'histoire nous a démontré comment tous ces présidents africains qui ont soutenu la France, qui ont porté l'Occident, que ce soit Mobutu, que ce soit Omar Bongo ou encore d'autres, comment ils ont fini. On ne leur a même pas permis, on n'a pas permis à Mobutu de se soigner à Paris, malgré qu'il a été l'enfant prodige du capitalisme européen, américain. On a vu le cas du président Bongo, à qui le même sort est arrivé. On a vu le cas du président sénégalais, aussi, qui, quand il est décédé, on n'a pas vu un seul officiel français à sa mort, Léopold Sédar Senghor. Donc vous comprenez que vous pouvez servir de faire valoir n'importe comment l'Occident, et bien à la fin de la journée, on vous considère tout simplement comme un nègre de maison, et on vous jetera comme un chiffon. Et donc il faut comprendre que le but, l'objectif, c'est de préserver les intérêts du continent et des Africains. De ce point de vue, déconstruire le discours impérialiste de l'Occident et défendre le point de vue, n'est-ce pas, de l'Afrique, le point de vue des pays africains. Donc là, ça a été lamentable, la déclaration de la CEDEAO, et ça est une continuité, en tout cas, on n'est pas surpris, justement, de cet échec cuisant que je viens d'évoquer sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et également le fait que la CEDEAO a accepté de devenir un instrument phagocyté, un instrument contrôlé, n'est-ce pas, devenir une arme de l'Occident contre les pays africains. Il faut donc le dernier coup sur le cercle de la CEDEAO et réinventer une organisation panafricaine qui protège l'Afrique, les intérêts des Africains. Voilà. Merci à vous, Chelou Lawson. Rejoint à l'instant par Linda Larbaoui. Merci à vous, Linda, d'être des nôtres. Bonsoir.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet également avec vous, Linda. Pour votre copanéliste, le communiqué de la CEDEAO, celui qui soutient le Nigeria et d'autres États membres aujourd'hui contre les allégations jugées infondées, les allégations du Collège des chefs d'État, paraît pour votre copanéliste, ou du moins manque de substance, selon votre copanéliste. Si tel est le cas également pour vous, de quoi doit-on qualifier la démarche des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Eh bien, le problème de l'Afrique et des États africains est beaucoup plus complexe que nous le pensons. Il y a les dirigeants, donc il y a les présidents qui sont vassaux, mais il y a aussi, dans chaque pays, il y a tout un système de personnes qui ont infiltré les États et travaillent pour le profit des pays occidentaux, entre autres la France. Nous avons vu ça quand Kais Saïed a voulu rétablir les choses et arranger un petit peu des problèmes du pays. Chaque semaine, il y a eu des arrestations, donc c'était qualifié comme des arrestations de personnes dont Kais Saïed voulait se débarrasser, alors que non. Tous les partis politiques en Tunisie étaient subventionnés par des États extérieurs et des services secrets de d'autres États. Il y a eu le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, la France. Ça, on l'a vu aussi en Algérie. Il y a encore des arrestations depuis le Hirak, depuis la première élection du président Tebboune. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des arrestations de personnes qui sont impliquées justement pour travailler contre l'État algérien et faire du sabotage. Mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. Là, nous parlons de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. C'est toute l'Afrique qui est concernée. Donc, on peut mettre un président qui est patriote, eh ben, il aura un problème. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Le Mali, M. Assimi Goïta avait confiance en Choguel Kokala Maïga, il l'a laissé gérer. Arrive un moment où c'est Choguel Kokala Maïga qui avait mis toute la politique en place, et puis après il sort avec une déclaration où il se désolidarise du président actuel qui est Assimi Goïta. Il a été limogé. On a vu peu de temps après au Burkina Faso, il y a eu beaucoup de limogeages. On ne sait pas, pour ceux qui ont suivi, il y a eu quelques têtes qui ont sauté. Donc il faut faire un nettoyage de fond. La CEDEAO, c'est quoi? Ça a été la création de l'Occident, de la France. En tant qu'organisation comme ça, quand on voit, c'est très bien. Aujourd'hui, il faut se constituer justement en un bloc qui peut contrer telle ou telle politique. Mais faut-il que les gens qui soient dedans travaillent au bénéfice de l'Afrique et des pays qui font partie de la CEDEAO? Donc, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Est-ce que c'est le président qui est impliqué dans ce genre d'opération? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont impliquées dans le terrorisme? Moi, je suis sûre que c'est soit les services secrets, soit des gens qui font partie de l'armée, soit il y a des gens qui sont à l'intérieur et qui sabotent. Et ça, il n'y a pas un pays qui échappe à la règle. Il n'y a pas un pays qui échappe à la règle. Donc, ces gens-là qui sabotent, on le voit même en France. Je prends la dernière affaire où Macron a limogé le numéro 1 de la DGSE, Bernard Hémier, c'était l'affaire Bouraoui. L'affaire Bouraoui, le gouvernement français ou l'État français n'était pas impliqué. Ça a été la décision d'un service avec son patron, c'était Bernard Hémier qui avait mené cette opération. Non, pas parce que Bouraoui travaillait pour qui? Bouraoui travaillait pour George Soros. Elle avait créé un mouvement financé par George Soros. Donc, George Soros, il travaille pour les Américains, pas pour les Français. Et là, c'est carrément un service qui s'implique. Et ça, c'est pareil en Afrique. Au Liban aussi, ils ont le même problème. En Syrie, récemment, ce qui s'est passé, on a compris.
Mais ce sont quelques militaires qui ont touché beaucoup d'argent, les gros officiers, et ils ont donné l'ordre à l'armée syrienne de se retirer et de laisser passer les forces de Jaish al-Nusra, qui a changé de nom. Donc il y a des gens qui sont corrompus dans chaque pays. Et puis le Nigeria en fait partie, surtout le Nigeria, parce que entre la France et l'Angleterre, on se dispute ce territoire. Le Nigeria, c'est très particulier, c'est le seul pays qui fait partie du Commonwealth, donc le côté anglophone, mais il est dans la partie francophone et il fait partie également de la CEDEAO. Et ça complique les choses de ce territoire qui est très riche en pétrole, qui est très riche en gaz et d'autres minerais également, comme tous les pays africains, mais des sociétés sont déjà là et qui exploitent. Et la guerre de ces sociétés, chacun veut récupérer le territoire de l'autre. Le pétrole, c'est les États-Unis qui règnent au Nigeria. Le gaz, c'est Total qui règne au Nigeria. Tous les contrats de gaziers, c'est la France qui les détient. Déjà là, il y a le bras de fer entre le côté français, le côté américain, les Américains qui essayent de remplacer la France en Afrique. On a fait une émission là-dessus. Donc, il y a tout ça qui complique. Maintenant, ces groupes terroristes ou ce terrorisme, est-ce que c'est carrément l'État du Nigeria qui est impliqué ou est-ce que c'est certaines institutions avec des gens qui travaillent dedans qui sont impliqués? Et là, la réponse, nous ne l'avons pas. J'espère que le Niger communiquera là-dessus ou la CEDEAO aussi qui peut communiquer là-dessus. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont concernés par tout ça. Toujours est-il que si il y a des personnes qui sont impliquées dans la déstabilisation du Niger ou les pays avoisinants, et ben là, on peut accuser l'État et c'est à l'État de faire le nettoyage et de mener une enquête pour savoir d'où vient le mal et est-ce qu'il y a des individus qui sont réellement impliqués ou pas. Merci. Merci à vous, Linda. Peut-être pour sortir, M. Ché, ça y est, cette fois, le divorce est consommé entre AES et CEDEAO. Votre micro me semble fermé, M. Ché. Il n'y a pas possibilité, en tout cas, de la grille de lecture que nous positionnons sur la lecture de cet événement. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de trouver une forme de réconciliation entre la CEDEAO et l'AES. Les paradigmes sont diamétralement opposés, les axes axiologiques sont contraires. Nous sommes dans un cas de la CEDEAO où, après 50 ans d'échec, on veut rester quelque part englué dans cette forme d'impérialisme qui ne permet pas la souveraineté, l'émergence justement des peuples africains, où on les blague avec des dettes, des formes d'apparat qui, quelque part, leur enlèvent toute légitimité. Et de l'autre côté, nous avons une volonté, n'est-ce pas, de s'extraire de cette prison, de cette cage à crabe, de cette prison, de s'émanciper et d'embrasser notre souveraineté. Et ça, l'impérialisme occidental ne le veut pas, ne le permet pas. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement, vous voyez? Et donc, il me semble qu'il n'y a pas une façon de pouvoir réconcilier les deux approches. Les deux approches s'excluent mutuellement. Il faut donc aller de l'avant vers une nouvelle approche qui intègre une dynamique de souveraineté et qui se fasse l'écho de la volonté aujourd'hui des Africains d'être libres, d'être dignes et de reprendre tous les éléments de puissance et de souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et donc chercher à mettre ensemble l'huile et l'eau ou trouver un accord entre ces deux formes, ces deux paradigmes me paraît complètement illusoire. L'autre élément qu'il faut rapidement aussi mettre sur la table, c'est la volonté justement de la CEDEAO, en tout cas des impériaux, de détruire, de ramener à la case de départ l'AES. Cette volonté de souveraineté, il faut l'écraser.
Et donc, ils participent à cela. Alors, comment on peut se réconcilier si vous êtes des ennemis, si vous complotez, si vous permettez à l'ennemi d'atteindre ses objectifs de violence, de chaos et de destruction? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Le troisième élément, et là, je reviens au Nigeria. Vous savez, le Nigeria a toujours joué ce rôle, a oublié son histoire. Il faut quand même que le président Tinubu se rappelle. La mémoire historique est fondamentale puisque l'Occident ne change pas sa mécanique, sa méthode de diviser pour régner. Quand il s'était agi des ressources pétrolifères du Nigeria, eh bien, la France n'a pas hésité à outiller le président gabonais Omar Bongo et un certain nombre de structures france-africaines pour créer la guerre, la révolte, la violence au Nigeria pour partitionner le Nigeria. C'était la guerre du Biafra avec toute la violence, n'est-ce pas, qu'a subi les Nigérians. Si on a eu une mémoire de ça, on ne peut pas aujourd'hui aussi encore servir de courroie de transmission ou encore couvrir, n'est-ce pas, la volonté de la France de pouvoir semer le même chaos du Biafra au Nigeria, au Niger ou au Burkina ou au Mali. C'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il. L'autre élément, et ça, je pars d'un exemple très, très précis, cette stratégie, cette ruse, vous savez, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, eh bien, il y a aussi la ruse. Il y a cette façon de pouvoir faire de la dissimulation et aussi une façon de tromper, de ruser, n'est-ce pas? Et c'est là où je convoque l'intelligence des Africains, parce que les Africains sont très intelligents. Le Français ne peut pas venir penser qu'il est plus intelligent et nous utiliser. Dans le cas du Togo, par exemple, quand Eyadema est mort, son fils a fait un triple coup d'État et voulait s'imposer dans la violence. Il y a eu plus de 2000 morts. Et tous les pays, en tout cas environnants, se sont révoltés contre cette succession dynastique du pouvoir. À qui la France a utilisé? C'était Chirac dans le temps. Chirac a utilisé le président Olusegun Obasanjo pour pouvoir, il appelait 15 fois par jour. Il lui a proposé un cadre économique de façon à ce que les investisseurs, comment on l'appelle, nigériens et français, créent un cadre d'échange et de commerce. Il a proposé de défendre le Nigeria, d'avoir un poste au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, il a décrété une année de culture du Nigeria à Paris. Tout ça, tout simplement, pour amener le président Olusegun à appuyer la succession de dynastique au pouvoir au Togo. Et Olusegun s'est laissé à ce jeu. Nous en sommes aujourd'hui, après 20 ans toujours, face à la dictature d'Enyasingbe. C'est la même chose que Macron reprend aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'il a invité Tinubu à Paris. Il a porté les costumes africains pour montrer que bon, il y a une relation. Tinubu est très content et comme ça, on lui propose de servir de manche à déstabiliser les pays de la sous-région au nom d'une hypothétique démocratie, alors que la France vit tout simplement l'uranium de ce pays lors du Burkina et du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Tinubu va être pris à ce jeu. Toutes les promesses qu'on a faites à Olusegun Obasanjo, la France ne les a pas tenues. La même chose va arriver à Olusegun. C'est là où moi je convoque l'intelligence des leaders africains pour comprendre que l'occidental peut essayer de cirer votre ego, peut essayer de vous donner une forme de personnalité. On vous reçoit à l'Élysée, vous êtes content, etc. Mais à la fin, vous n'êtes que, comme le dit l'ouvrage de Sambène Ousmane, de Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille, vous vous retrouvez avec une médaille de pacotille et qui montre votre nègrerie de toute façon. Donc il faut sortir de cette aliénation et comprendre que l'intérêt du Nigeria, c'est l'intérêt du Niger, c'est l'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de l'ensemble de l'Afrique, ne pas accepter les propositions, en tout cas orientées, des Occidentaux pour déstabiliser, créer le chaos et semer la zizanie pour pouvoir s'accaparer de nos richesses. Il faut dire non à ça, et ça, la réponse, c'est le panafricanisme, c'est la souveraineté de l'Afrique, c'est l'Afrique aux Africains, à leurs ressources, et c'est à eux de changer non seulement la dynamique en termes d'exploitation, d'économie, de transformation sur place, pour donner de l'espoir et de l'espérance aux Africains pour leur bien-être et leur sécurité sur le continent.
Merci à vous, messieurs. Monsieur Idam, sur ce sujet d'accueil, évoquons cette fois la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité en rapport avec les premiers contacts qui seront éventuellement noués entre Moscou et Paris. De toutes les façons, c'est le souhait de la France. Pourquoi a-t-elle voulu établir un dialogue avec la Fédération de Russie en prévision à d'éventuelles négociations, et ce sans l'Ukraine? La question se pose 24 heures après la sortie du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, au moment où les pays occidentaux cherchent plus que jamais à afficher un front uni dans leur soutien à Kiev, martelant qu'aucune décision ne pouvait être prise sur l'Ukraine en excluant Volodymyr Zelensky. Mais pourquoi la France veut-elle faire cavalier seule? Que faut-il attendre de cette offensive d'un pays qui brille par une position ambiguë? Aujourd'hui, favorable à l'ouverture des négociations avec la Fédération de Russie, mais hier encore, la France était au premier rang des pays voulant déployer des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Que doit faire la Fédération de Russie dans un tel contexte? Cette fédération qui n'a jusqu'ici fermé la porte à aucun pays disposé justement, entre autres, à mener des pourparlers pour une paix durable du côté de l'Ukraine. Prenons tout d'abord cet élément. Une déclaration qui met en lumière la position ambiguë de la France dans le conflit en Ukraine, alors que tous les pays occidentaux tendent la main à Moscou pour l'ouverture des négociations, et ce à quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. La France se démarque par une approche bien particulière, une stratégie dont elle est la seule à avoir le secret. À en croire Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, Paris avait cherché à établir un dialogue sur la question ukrainienne avec la Russie, et ce sans impliquer directement Kiev. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas décevoir qui que ce soit, mais à plusieurs reprises, nos collègues français ont lancé des appels par le biais de canaux confidentiels. Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne, d'ailleurs sans l'Ukraine. Si le chef de la diplomatie ne donne pas suffisamment de détails sur le lieu et la date des négociations, Moscou se dit cependant disponible à échanger avec tous les dirigeants occidentaux désireux à parvenir à une paix durable en Ukraine. Aussi, la position affichée de Paris ne semble pas pour autant émouvoir la partie russe, pour qui l'administration Macron ne joue pas franc jeu. Aujourd'hui favorable à l'ouverture des négociations avec le bloc européen, mais toujours favorable à l'envoi des troupes au sol en Ukraine. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas décevoir qui que ce soit, mais à plusieurs reprises, nos collègues français ont lancé des appels par le biais des canaux confidentiels. Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne. D'ailleurs, sans l'Ukraine, déclare le chef de la diplomatie russe, qui renchérit simplement un dialogue sur la question ukrainienne en violation de ce que l'Occident ne cesse de répéter. Pas un mot sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Lina Larbaoui, pourquoi la France voudrait-elle négocier une paix durable en Ukraine sans l'Ukraine? Eh bien, parce qu'il n'y a plus d'État ukrainien, tout simplement. Il y a un monsieur qui est là, qui s'appelle Zelensky, et puis qui essaye de s'en sortir dans toutes les négociations. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est quand cette guerre a éclaté, c'était une opération spéciale, le 24 février 2022, moins d'un mois après, Macron, Olaf Scholz, et c'était Macron qui avait fait cette démarche, il a emmené avec lui Olaf Scholz et puis Mario Draghi, avant Giorgia Meloni, c'était Mario Draghi. Ils sont partis voir Zelensky et Poutine après, et ils ont signé un arrêt de cette opération et des accords. Le lendemain, c'est Boris Johnson qui débarque et on a une déclaration de Zelensky qui dit « ben non, il n'y a pas d'arrêt de guerre, on va continuer ». Ça, il faut le rappeler. Donc la France, au départ, n'était pas pour la guerre. Parce que la guerre n'était pas bénéfique et favorable à la France. Et les Allemands ont marché. Après ça, c'est les Anglais qui ont pris le devant. Mais c'est les Anglais qui ont mené pendant une année toutes ces opérations avec des aides pas possibles à tous les niveaux. Et ils ont demandé aux Américains de les soutenir. Quand les Anglais ne pouvaient plus suivre, ce sont les Allemands qui ont avancé. Et c'est là où tout se joue.
Il y a une rivalité entre la France et l'Allemagne. Il y a une véritable rivalité, mais qui date depuis 3 siècles, pas depuis maintenant. Et c'est cette rivalité qui a emmené l'Europe à avoir 3 guerres. Il y a la guerre napoléonienne, la guerre 14-18 et 39-45. Donc cette rivalité fait que les Allemands, auprès des Anglais et des Américains, ont réussi à se placer en Ukraine. Ils ont réussi aussi à se placer un peu partout, là où il y a des forces françaises, notamment. Le premier pays qui aide les États-Unis à Gaza, ce sont les Allemands. Le premier pays qui a aidé à ce que les Israéliens font la guerre aux Libanais, ce sont les Allemands. Et là, c'est le précaré français. Là, on parle de le Liban, c'est un véritable précaré français. C'est un pays francophone et les positions françaises sont très importantes. Même l'Église libanaise, elle est liée à l'Église française depuis 1535. Donc, il y a une véritable histoire. Les Allemands ont réussi à évincer les Français partout. Et c'est un échiquier où chacun essaye de placer ses pions. Et les Allemands ont réussi. Regardez, en Afrique, la France a reculé. Elle a reculé pas mal. Mais il y a les Américains aussi qui sont derrière, je l'ai déjà expliqué. Et il y a les Russes qui se positionnent, puisque les Africains sont pro-russes, donc ils vont vers les Russes. Et les Américains n'arrivent pas à se placer. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? On a vu que c'est les Français qui commencent à reprendre leur position. C'est eux qui ont mené une négociation pour l'arrêt de guerre entre Israël et le Liban. Et notamment, il y a 3 jours, ils ont remplacé les Allemands en mer Rouge. Il y a le porte-avions Charles de Gaulle qui reprend ses positions. Donc les Français se cherchent une hégémonie, ils cherchent à reprendre des positions. Et en Ukraine, au moment où tout le monde a reculé, c'est la France qui avance. Et si c'est la France qui réussit à établir un cessez-le-feu, et puis à ce qui est des accords, donc dans les temps prochains, la France jouera un rôle dans ce nouveau monde qui est en train de naître. Monsieur Lavrov n'a pas eu tort d'en parler, mais Monsieur Lavrov ne fait pas confiance à la France. Il faut savoir une chose, depuis 4 siècles, la France n'a jamais respecté un traité et elle n'a jamais respecté un accord. Ça, c'est clair. Les premières victimes du siècle dernier, c'est l'Empire ottoman, donc c'est la Turquie. Et la France a tout fait. La déstabilisation que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient, tout ça, c'était le travail de la France. Notamment les positions que Erdogan veut récupérer, parce qu'il y a eu des accords pendant 100 ans, la Turquie ne pouvait pas récupérer ses territoires, et aujourd'hui, depuis l'année dernière, tout ce qui est Halab, tout ça, jusqu'à Mossoul en Irak, la Turquie est en droit de les réclamer à l'ONU. Et ça, c'est des accords que les Français ont instaurés. La France n'a pas respecté ces accords avec les pays africains. Tous les pays africains. La France n'a pas respecté ses accords avec la Russie aussi, puisque la France était considérée comme un pays qui a travaillé avec les nazis, et c'est Staline en personne. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de déclarations de la part des Russes. Le dollar français était déjà imprimé, il était rouge. Donc c'est Staline en personne qui a imposé la France aux Nations Unies, et avec un droit du veto. Donc tout ça fait que les Russes aujourd'hui n'ont pas confiance en la France. Si quoi que ce soit se passe, l'avantage ne sera pas pour eux. La Russie impériale était l'allié de la France, alors que tous ceux qui ont mené les 2 révolutions qu'il y a eu en Russie, ils avaient comme base arrière la France à l'époque, ou bien la Pologne. La Pologne regardait bien dans un monde anglo-saxon et une religion protestante. Nous avons au milieu la Pologne qui est catholique, parce que la Pologne est reliée à la France. Géographiquement parlant, la France a travaillé sur la géographie côté Europe de l'Est. Donc elle a des implications, elle a des alliés. Le premier allié, c'est la Pologne. Donc qui a fait le plus de mal à la Russie depuis qu'il y a cette guerre? C'est le territoire polonais. Ce n'est pas notre territoire.
C'est à partir du territoire polonais qu'on a alimenté l'Ukraine en armes et qu'on bombardait, les avions décollaient, les avions de l'OTAN décollaient. Donc les Russes n'ont pas confiance et ils aimeraient bien, je pense qu'ils aimeraient bien que ce soit des Ukrainiens qui parlent. Il y a une opposition ukrainienne, ça on n'en parle jamais, cette opposition qui était contre le coup d'État, contre à ce que Zelensky prenne le pouvoir, contre à ce qu'il y ait cette guerre, tout ça, cette opposition on n'en parle jamais, au contraire on la réduit au silence et la Russie actuellement elle a d'autres soucis que d'aller vers un cessez-le-feu. Je pense que M. Poutine ne veut pas d'un cessez-le-feu avant l'année prochaine et avant que Trump ne prenne ses positions. Il est plus habilité à discuter, à parler, puisqu'il ne s'est pas impliqué directement dans cette guerre. Mais il faut regarder de l'autre côté ce que la Russie est en train de perdre et ce qu'elle est en train de réussir. La Russie a perdu Tartus et Khmimim. Et c'est la France qui a fait en sorte de remplacer et de faire cette guerre avec les Israéliens. Il y a 4 jours, on a coulé un bateau, Israël et la France qui sont accusés d'avoir fait couler ce bateau militaire en Méditerranée. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de remplacer les Français sur le continent africain avec une politique, je dirais, gagnant-gagnant et avec aussi une certaine ouverture pour des transferts de technologie, pour des ventes d'armes, tout ça, par rapport aux pays africains pour contrer les Français. Alors, chez Lawson, au moment où l'Occident affiche plus que jamais un front uni, estimant qu'il faudrait accélérer l'aide militaire à Kiev, et ce, avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, la France décide, elle, de mener une offensive diplomatique, une stratégie qui peut paraître ambiguë pour un État qui, jusqu'ici, se montrait plutôt favorable à l'envoi des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Alors, est-elle justifiée, cette démarche qui vise à négocier sans l'Ukraine? Si oui, Paris, ou du moins la France, peut-elle jouer un rôle dans la résolution du conflit russo-ukrainien? Il me semble qu'il faut avoir à l'esprit une certaine, je dirais, mémoire de la stratégie politique qui a toujours gouverné la France, et cette stratégie politique qui d'une certaine manière, obéit je dirais, poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, c'est le positionnement géopolitique de la France. La France a toujours voulu être, bien qu'elle a toujours eu des positions, je dirais, de faiblesse dans les grands moments de l'histoire, que ce soit au niveau de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle a été toujours, par une gymnastique qu'on lui connaît, de s'inviter à la table, n'est-ce pas, à la table qui définit justement je dirais, la configuration à la suite des conflits. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la France était battue. De Gaulle n'était pas présent à la conférence de Yalta. Mais on a quand même arrangé les choses de par son empire colonial, le fait qu'il va servir de faire valoir pour l'exploitation, n'est-ce pas, des pays africains, des richesses des pays africains, pour servir, pour nourrir le capitalisme et être le porte-parole de ces pays, de ces colonies à l'ONU. Elle a réussi quand même, grâce justement aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à avoir, n'est-ce pas, cette voix à l'ONU, ce droit de veto au Conseil de sécurité, alors qu'elle fait partie des pays qui n'ont pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc, la France utilise toujours le premier élément, je dirais, qui guide sa stratégie fondamentalement, eh bien, c'est cette recherche de positionnement et d'influence pour être à la table. Et pour y arriver, eh bien, elle utilise souvent la ruse, le machiavélisme à fond. Et c'est ça qui déteint, qui structure et qui, quelque part, peint aussi sa politique. D'un côté, elle est au devant des cris, n'est-ce pas, de guerre,
des cris d'orfraie pour plus de guerre, pour plus d'armement et de violence. De l'autre côté, eh bien, c'est cette même France qui négocie, n'est-ce pas, en sourdine pour être présent à la table, parce qu'il y a une table de négociation qui s'en vient pour pouvoir non seulement mettre fin au conflit en Ukraine, mais dessiner la carte de l'Europe, dessiner même la carte du monde à partir justement de ces négociations. Donc la France ne veut pas en aucun cas, n'est-ce pas, ne pas être considérée, alors qu'elle ne pèse pas dans l'ordre mondial, en tout cas du point de vue des rapports de force. Elle est à la remorque des États-Unis, elle est la remorque, n'est-ce pas, de Biden. Et donc aujourd'hui, si Trump intervient, si on parle à Biden, ben pourquoi parler au président Macron d'une certaine manière? Donc elle gesticule pour avoir ce positionnement. Donc il y a cette recherche, n'est-ce pas, d'influence, de positionnement sur le plan géopolitique mondial. Et donc elle pense que ce n'est pas la Russie qu'elle va pouvoir le faire. Vous savez, l'art de la simulation et de la dissimulation, c'est Machiavel. Et Machiavel, nous savons comment il a quelque part influencé la pensée politique, n'est-ce pas, en France et en Europe. Donc nous sommes là dans le cas de la falsification de l'apparence, de la perception, n'est-ce pas. L'art de la guerre dépend aussi de l'anticipation, de la projection dans la causalité. Et c'est ça que la France met en place à travers cette négociation en sous-main avec la Russie. Et je suis d'accord avec Mme Linda pour dire que la Russie ne fait pas confiance à cette stratégie. Il faut se rappeler que c'est la France qui a été avec l'Allemagne dans cet accord qu'on appelle l'accord de Minsk, qui devrait normalement geler les fonds, régler les problèmes au niveau de l'Ukraine. Mais ça a été plutôt une stratégie de la ruse pour pouvoir permettre à l'Ukraine de pouvoir s'armer et de pouvoir servir de piédestal, n'est-ce pas, à cette stratégie dessinée par Brzezinski, qui est le grand échiquier, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, pour dépecer, n'est-ce pas, la Russie, et en prévision de l'attaque de la Chine, qui est une économie montante et qui menace l'hégémonie occidentale, l'hégémonie américaine. Et donc, pour le faire, il faut se servir de l'Ukraine comme piédestal. Et ça, la France a contribué à cette stratégie. Alors, de ce point de vue, il me semble que la Russie ne peut pas avoir confiance à la démarche des Français. L'autre élément, c'est que la France ne convoque pas la mémoire historique, n'est-ce pas, dans ce débat, puisque toutes les grandes guerres, la France n'a jamais réussi à battre la Russie, que ce soit les guerres napoléoniennes, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est les Russes qui ont perdu plus d'1 million d'hommes pour pouvoir libérer la France aux côtés des Alliés. Donc, de ce point de vue, il me semble que dans la démarche guerrière, n'est-ce pas, de Macron, il devait l'intégrer. Et le dernier élément que je voudrais rapidement aussi mettre sur la table, c'est les projections économiques. Parce que M. Nguéné, et quand, au-delà de cette présence, cette influence, être à la table comme un acteur majeur de l'ordre, le nouvel ordre géopolitique, il y a la question économique. Il faut reconstruire l'Ukraine. Et pour reconstruire l'Ukraine, eh bien, il faudrait que les entreprises européennes puissent participer à ce gros marché de reconstruction de l'Ukraine. Et alors, si on arrive à trouver un accord avec les Russes, eh bien, ça permettrait aux entreprises françaises de se positionner sur le marché de la reconstruction de l'Ukraine. Donc, il y a une question également économique, géopolitique mondiale dans tout ce débat. Mais enfin, vous savez, nous sommes tout simplement dans le macronisme, mais là, en même temps, le macronisme qui est de l'opportunisme, et en réalité, donc, on tient un discours à gauche, on tient le même discours contraire à droite. On est dans l'en même temps, tout simplement, pour pouvoir se donner une certaine présence, une certaine prestance. Mais de mon point de vue, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça traduit notre inconséquence, ça traduit justement l'inconséquence de la France qui n'a jamais respecté les accords, qui n'a jamais respecté sa parole et qui, quelque part, se retourne contre elle à chaque fois que ces moments importants de l'histoire arrivent et qui fait qu'elle est tassée justement au rôle second. Et c'est ce rôle second qu'elle va jouer fondamentalement, de notre point de vue, dans les négociations qui s'en viennent pour ramener la paix en Ukraine et redessiner le nouvel ordre mondial. Voilà. Linda, quelle doit être la position de la Fédération de Russie face à cette main tendue de Paris? On connaît déjà, entre autres, la position du président Vladimir Poutine qui dit
être ouvert à toute négociation, mais au regard de ce que vous avez préalablement posé sur la table, la Russie doit-elle également tendre la main à cette offensive diplomatique française? Non, je pense que ça ne se fera pas. D'ailleurs, M. Piotr, il n'y a pas longtemps, il a expliqué que la position française aux Nations Unies et tout le poids français, on le doit à la Russie. Et je l'ai expliqué, c'est pour créer un certain équilibre et qu'il y ait 5 membres permanents à l'ONU qui ont le droit du veto. Staline en personne qui a imposé la France et qui a refusé que la France soit occupée par les Américains. Et ça devait être le cas. Et l'Allemagne devait être balkanisée complètement en plusieurs petites républiques. Donc c'est Staline qui a fait en sorte de rester sur le Berlin-Est et empêcher que l'Allemagne soit balkanisée. Ça a été dans les accords justement de Yalta. Les archives soviétiques ont été ouvertes et on peut, même sur Internet, il y a des traductions, on peut lire beaucoup de choses. Mais que dire, Linda? Linda, mais que dire de la sortie de Sergueï Lavrov? Parce que ma question est a un lien direct avec la réponse de Sergueï Lavrov. Il dit « Nous n'avons pas refusé » Sergueï Lavrov, notant que les responsables russes sont prêts à les écouter. Alors, il dit bien, nous n'avons pas refusé. Ça, c'est un langage diplomatique et ils sont prêts à écouter. Juste écouter. Donc, quand on écoute, après on réfléchit et après, on pense et après on peut peut-être commencer les négociations. Qu'est-ce qui se joue actuellement? On voit que les Anglais et les Allemands, actuellement, ils refusent la balkanisation de la Syrie. Ils sont pour que la Syrie reste unie. Les Français, eux, ça ne les dérange pas que la Syrie soit découpée en 4 morceaux. On a vu que les Anglais ont lâché la mer Rouge, ils se sont éloignés des Houthis et c'est la France qui les remplace. Tout ça par rapport à la carte géographique qui a été faite par Sykes-Picot en 1917. Tout s'est joué en 1917. Donc, si jamais nous allons vers un autre monde avec une autre carte géographique, ce n'est plus le monde de Sykes-Picot. L'Ukraine est concernée. L'Ukraine en 1917, elle a été fabriquée par les bolcheviks. Et les bolcheviks étaient en alliance avec la France. Ils avaient leur base arrière en France. Sauf qu'aujourd'hui, la France a perdu toutes ses positions dans ce monde qu'elle a elle-même dessiné. Donc, ça ne la dérange pas que les cartes changent. Au contraire, ça va, c'est dans l'avantage des Français. Les Anglais, pourquoi les Anglais ont mené une guerre atroce contre l'Ukraine et contre la Russie et pour l'Ukraine? Parce qu'ils ne voulaient pas que la carte géographique change. Ce sont les 4 régions que Poutine a annexées qui dérangent les Anglais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, où les Anglais, ils sont contre la balkanisation de la Syrie parce qu'ils sont contre le changement de la carte géographique. Comme la France, elle, a perdu toutes ses positions en Algérie, en Tunisie, en Libye, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, en Syrie, au Liban, la France, elle est pour un nouveau monde avec une nouvelle carte géographique. Ceux qui sont en train de décimer la carte, qui essayent, c'est Netanyahou et Biden. Pourquoi Netanyahou se présente aux Nations Unies avec des nouvelles cartes en disant ça va être le nouveau de Moyen-Orient? C'est parce qu'il veut changer la carte, il veut changer la donne, il veut changer les positions. Et pour le moment, les Anglais et les Allemands ne veulent pas. Donc les Français sont allés tout seuls pour essayer de négocier. Les Russes, eux, ne sont pas pour un changement de carte puisqu'ils ont été évincés de Sykes-Picot. Il y avait aussi la Russie impériale dans ce traité qui était au départ à trois États, Russie, Angleterre et France. Il y a eu cette révolution bolchevique qui a tout déstabilisé. Je parle tout déstabilisé par rapport à la Russie impériale. Donc les Russes ont perdu leur position. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient avoir. Parce que
dont la carte de Sykes-Picot, quand on regarde le projet qui avait été mené, on avait tout le Caucase qui devenait russe, et puis il y a aussi une partie de l'Irak et de la Syrie qui devait être annexée à la Russie. Ça, il faut le prendre en compte. Les Anglais aujourd'hui ne veulent pas y toucher, justement pour empêcher qu'il y ait un nouveau monde qui se dessine et que les Russes peut-être prendraient une position, voire même les Chinois en Irak. Ils sont en Irak, les Chinois, c'est eux qui construisent actuellement, qui reconstruisent. Donc c'est un jeu de cartes géographiques, c'est un projet américain qui a été mis en place par un Anglais, mais qui est parti en Israël. Il a pris la nationalité israélienne et après il est parti aux États-Unis. Donc tout ce projet, les Anglais l'ont rejeté. Ceux qui le défendent aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de perdre du terrain. Donc nous avons les États-Unis qui ont perdu le Moyen-Orient parce que les peuples ne veulent plus entendre parler d'eux. Et il y a un risque d'explosion contre les intérêts américains, pas par les États, mais par les populations de ces pays-là. Mais il y a aussi la France qui a perdu sa position en Syrie, alors que c'était un pays très allié à la Syrie. Hafez al-Assad, c'est les Français qui l'avaient mis en place. Hein. En 69, c'est eux qui ont programmé le coup d'État et qui l'ont mis en place. Son fils également. Son fils était venu voir Chirac au moment où son père était en train de décéder. Donc cette carte géographique aujourd'hui ne convient plus à la France. La France veut casser Sykes-Picot, mais les Anglais et les Allemands, ça ne les intéresse pas. Les Américains, eux, sont pour un changement capital de tout. Ils veulent s'accaparer de toutes les positions. Et actuellement, comme ils sont en guerre, mais une véritable guerre avec les Houthis, ils se sont fait dégager de la mer Rouge. Les Houthis ont également bombardé, ça ils ne le disent pas les Américains, ils ont bombardé la base de Djibouti, américaine de Djibouti. Ils leur ont bousillé je ne sais pas combien d'avions, de bateaux. Les Américains ne le disent pas. Donc les Américains ont perdu leur position, ils sont pour un nouveau monde, une nouvelle carte. Les Anglais sont contre, les Allemands sont contre, c'est les Français qui veulent avancer dans ce sens pour justement qu'il y ait un nouvel État ukrainien, mais avec les partis qui vont annexer aux Russes. Et les Russes, dans tout ça, ils ont été trahis lors de la Première Guerre mondiale, ils ont été trahis après la Deuxième Guerre mondiale avec l'opération Safari Club, j'en ai tellement parlé, il faudrait qu'on aille là-dessus pour comprendre, où la France s'est alliée aux Américains pour déclencher la plus grosse opération de services secrets dans le monde et dégager les Russes du continent africain. Et c'est ça qui a commencé, d'ailleurs la perte de l'Union soviétique, ça a commencé bien en Afrique, dans le Sahel. Cette opération, elle a démarré dans le Sahel. À l'époque, le Mali était concerné, l'Algérie était concernée, le Niger aussi. Donc, tout simplement, les Français, ils sont pour un nouveau monde, en gardant leur hégémonie, leur place à l'ONU, mais qui est des nouvelles cartes où ils peuvent se positionner. 2 minutes à nos téléspectateurs, téléauditeurs, ou du moins à tous ceux qui veulent réagir, interagir à vos côtés. Je rappelle que nous sommes aux côtés de Linda Larbaoui et de Chehelou Lawson, 2 thématiques, dont une principale en rapport justement avec cette négociation que souhaite plus que jamais Paris aux côtés de la Fédération de Russie, mais sans l'Ukraine. Mais en guise de thématique d'accueil, nous sommes également revenus sur ce communiqué de la CEDEAO en réponse à celui rendu public par le collège des chefs d'État de l'AES. Monsieur Oumarou, vous appelez depuis le Niger. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui. Oui, vous savez pourquoi? Bonsoir à vous, monsieur Oumarou. Tout simplement, oui. C'est tout simplement parce qu'elle a une armée forte. Pourquoi Kadhafi est-ce qu'il nous reçoit, a été virtuel? Parce que l'armée de l'Iran. Pourquoi l'Irak est aujourd'hui un État vassal des États-Unis? Parce que l'armée ukrainienne n'a pas pu empêcher les USA de détruire le pays. C'est pourquoi l'un des grands projets de l'AES est de créer une armée commune avec un État à même de faire. Aucun pays de la CEDEAO n'a que l'armée française a bombardé des civils en Côte d'Ivoire
Et rien n'était facile. L'avenir, c'est l'AS. Donc, et une association franco-macronienne, éduquée par la pour tenir notre peuple dans la soumission, l'esclavage, la mendicité. Donc, là, c'est étudié. La France elle-même n'a aucun conducteur de ses dirigeants sur Nous avons du mal à vous suivre, M. Omaro. Je pense que vous allez devoir rappeler, parce que les codes d'accès restent affichés juste au bas de votre écran. Vous pouvez donc réagir à n'importe quel moment sur les antennes For You Media Africa. Pour l'heure, nous prenons M. Peter. Bonsoir à vous. Madame Linda Ladaoui, je salue également M. Chao. Je vais donner mon point de vue sur les thématiques très intéressantes. Je vais commencer déjà par le problème de la France qui cherche à négocier avec, qui veut négocier avec M. Lavrov par rapport à un plan de paix. Vous savez, c'est très chaud sur la France actuellement. Bon, j'ai eu des sources sûres que Paris ne se retrouve pas et risque de faire l'année 2025 avec des coupures d'électricité. Donc, parce que, comme ils avaient parlé dans le mois de juillet, disant qu'ils vont aménager des plateformes pour recevoir le GNL américain, mais en réalité, c'est pas possible, pas avant 5 ans. Donc, du coup, pendant qu'ils achetaient le carburant, en fait, le gaz avec la Russie, au début de l'année dernière, il s'est trouvé que M. Poutine a dû suivre le temps et surtout que le coût du gaz a augmenté. Donc, du coup, il y a des négociations secrètes d'abord pour la sécurité gazière pour la France. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas par rapport à l'Ukraine. En réalité, la France sait que sur le plan des retombées de l'après-guerre, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui auront la part du gâteau. Et elle s'est sentie vraiment complètement démunie. Donc, en secret, elle veut négocier avec M. Poutine pour voir qu'est-ce qu'il peut lui accorder. Et quand je lui ai accordé, c'est surtout au niveau énergétique. Et rien d'autre, parce que tel que nous voyons la situation, la France n'a aucune proposition de paix à faire à partir du moment où elle fait l'hypocrite. Tantôt, elle parle ici et par derrière, elle propose d'envoyer des troupes, puisqu'on sait qu'il y a 2000 soldats, 2000 légionnaires qui sont à Odessa. On sait aussi qu'elle veut envoyer 20 000 troupes pour soutenir l'Ukraine, parce que pour eux, perdre l'Ukraine serait une catastrophe pour eux. Donc, vous voyez ce jeu de dupes dans lequel ils sont en train de mettre la population française, mais en même temps, ils veulent nous tromper, nous qui observons de très près ce qui est en train de se passer là-bas en Ukraine, right? Maintenant, le problème qui nous intéresse le plus concernant la CEDEAO, moi je dis, M. Nguéné, vous savez, si la CEDEAO avait riposté dès le premier instant où le général Tani avait dénoncé des complots ourdis sur l'AES, on aurait peut-être donné un peu de crédit. Mais là, après avoir attendu quelques semaines pour venir dire que c'est un démenti, c'est comme s'ils se moquaient un peu de l'intelligence des Africains. Vous voyez, c'est-à-dire que non seulement ils sont dans le faux, mais en plus, ils sont dans le déni d'une réalité palpable qui est là, puisque les preuves sont là. Il n'y a pas photo, comme on dit. Ils ont des évidences, mais vous voyez, comme ils sont dans la même posture que leur parrain, qui est, on appelle la France, ils sont obligés de pouvoir se comporter comme ça en apportant des soi-disant démentis. On entend même quelques présidents africains, le président du Nigeria qui parle pour dire que non, qu'il n'est pas question d'accuser le Nigeria parce que le Nigeria a de bonnes relations. Ça, ce sont des thèmes diplomatiques, mais la réalité est là, les preuves sont là. Ne peuvent pas les nier. Mais comme ils sont dans la même posture, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Européens ne vont jamais demander pardon aux Africains pour le mal qu'ils leur ont fait. Tout comme la CEDEAO ne va jamais reconnaître le tort qui lui est reproché et les accusations avec preuves qui sont là par rapport à ce qu'elle a tenté de faire. Tout est mis à nu. Ils n'ont plus de solution. Aujourd'hui, ils veulent, comme on dit dans le jargon des Africains, gâter tout. Mais rassurez-vous, M. Nguéné, en 2025, nous allons assister à comme on dit ça en français, changement à double variable. Voilà, c'est ce qui va arriver. Tous ceux qui étaient réticents, qui étaient derrière Paris, ils vont commencer à donner dos parce qu'ils vont comprendre que malgré tout ce que la France est en train de faire, y compris la menace de dévaluer le franc CFA pour punir l'AES, eh bien, ça va se retourner contre le reste
des membres de l'UEMOA. Je veux m'arrêter ici. Thank you so much for your media. Have a good weekend. Bye. Très bon week-end également à vous, Monsieur Peter, un autre appelant qui nous rejoint à l'instant au standard. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. D'accord. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, la grande dame, Madame Lambaroui. Et je salue aussi M. Chéou Lasson. Je salue aussi les techniciens. Je salue le PG du Forum Média. Nous revenons maintenant à l'essentiel de l'actualité de cette soirée. Tout d'abord, M. Nguéné, sans vous mentir, ce qui se passe actuellement, comme chaque fois nous le disons, sur les médias, des foyers médias, nous sommes toujours en guerre. Et la guerre a déjà commencé. Il faudrait que nous nous armons vraiment à un niveau de haut niveau. C'est-à-dire que l'AES, aujourd'hui, en face de la CEDEAO, c'est un problème vraiment crucial. Ne regardons pas la CEDEAO. C'est l'OTAN qui s'est transformé aujourd'hui à la CEDEAO. Parce que dans la CEDEAO, il y a des acteurs qui jouent le rôle de l'OTAN. C'est ce que nous devons savoir. Et aujourd'hui, et après la contre-attaque que la CEDEAO est en train de dire contre le Niger, il faut savoir qu'il y a vraiment un complot. Et les 6 mois qui ont été avancés, c'est pour déstabiliser le Niger, déstabiliser les pays de l'AES. Donc, si aujourd'hui, il y a des preuves qui ont été mises aujourd'hui en face du monde, et la CEDEAO ils sont en train de démentir ce qu'aujourd'hui le Niger est en train de dire à travers les médias, qu'ils savent vraiment qu'ils sont dans la vérité. Et ils sont conscients de la vérité qu'ils convoquent dans une juridiction de haut niveau, les autorités du Niger ou les autorités de l'AES. Là, on va voir s'ils ont raison ou pas. Mais passant par cette voie de communication, eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre piège. Ça, tous les Africains doivent comprendre. Parce que lorsque M. Tiani parlait, vous allez voir, il a donné des localisations vraiment chirurgicales, disons, des localisations à travers des satellites. Oui, donc, si aujourd'hui, ISSSF, pendant que nous savons qu'aujourd'hui, la suite est morte. Et parlant vraiment de tout cela, la suite du franc CFA va être mise vraiment aux arrêts au niveau de la CEDEAO. Parce que déjà, même le franc CFA aujourd'hui constitue un frein et vraiment une menace vraiment pour la sous-région et pour tous les autres pays qui détiennent aujourd'hui le franc CFA. Oui, donc moi, je ne vais pas trop dire beaucoup de choses parce que d'après tout ce qu'aujourd'hui M. Tiani a dit, il a tout dit. Et nous, vraiment, nous soutenons toujours l'AES. L'AES toujours en avant et Forum Média toujours en avant. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Ouais, c'est donc que vous disons merci pour votre contribution, pour votre participation surtout à cette émission du Point sur l'actualité. Marc, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Ok. Bonsoir, M. Nguéné. Je voudrais dire bonsoir à M. Chelou, Lawson et Mme Linda. C'est-à-dire, je crois que les Européens, surtout la France, croient que nous sommes encore en 1960. Comme je le dis toujours, nous avons été dans les mêmes écoles qu'eux. Nous avons appris les mêmes choses qu'eux. Et d'autres analystes politiques, même africains, sont plus brillants qu'eux. Et nous lisons en tout cas la politique du monde. Les Américains, je crois que les Américains sont plus pragmatiques. On commence à voir que les Africains ne peuvent pas être des peuples qu'on peut manipuler comme avant. Mais la France est aujourd'hui dans sa logique sur le plan de tout ce qu'il a pris comme décision avant le Code noir, avec les accords léonins que la France a signés avec cette indépendance factice qu'il a donnée aux Africains. Alors, quand nous regardons tout ça, nous voyons que la France ne peut pas changer sa manière de voir les choses. D'abord par le transfert de technologie, par la formation militaire, en gardant
en tout cas des bases militaires sur le continent. Aucun pays qui a colonisé l'Afrique, c'est-à-dire même sur le plan anglophone, sur le côté anglophone, lusophone ou autre, aucun de ces pays-là n'ont gardé en tout cas des bases sur le continent. Mais eux, ils se déploient sur le continent et maintenant même tous les pays, les autres pays africains, ils veulent se déployer dans ces pays-là, comme le Nigeria, même d'autres ils voulaient même mettre une base qu'on appelle, je veux dire quoi, au Ghana. Les Ghanéens n'ont pas voulu, et d'autres pays. Mais je crois qu'il faut retirer toutes les bases militaires d'Afrique. Nous n'avons pas besoin de cela. Ça ne sert à rien d'aller mettre des bases en Afrique, parce que les Africains, même aujourd'hui, ont des militaires vraiment formés qui connaissent la stratégie militaire, même plus que les Français, et même les armes que les gens utilisent. Où ils vont prendre les minéraux? C'est en Afrique. Si nous faisons une politique gagnant-gagnant, vous gagnerez, l'Afrique aussi pourra se développer, nos enfants ne pourront pas venir mourir dans la mer Méditerranée. Mais vous voulez à tout moment chercher à faire de telle sorte que nous puissions, les Africains soient pauvres et que vous soyez riches. Mais c'est quoi cette politique? C'est quoi cette politique? Alors, moi, je crois bien qu'il va arriver à un certain moment, s'ils veulent mener une guerre même contre les Africains, et pour notre libération, il va falloir mener cette guerre-là. Parce qu'ils l'ont menée contre l'Algérie. L'Algérie a mené la guerre. Aujourd'hui, l'Algérie est libre. Ils ont mené la guerre au Vietnam, c'est-à-dire en Indochine. Les Indochinois sont aujourd'hui libres. Donc, nous pouvons, en tout cas, nous aussi, Africains noirs, mener aussi cette guerre-là. Moi, je crois très bien qu'il va falloir arriver à là, parce que dans leur narratif, ils disent qu'il faut recoloniser l'Afrique. Alors, s'il faut recoloniser l'Afrique, ça veut dire qu'ils vont amener une armée en Afrique. C'est pour cela qu'ils se positionnent autour de l'AES. Donc, quand ça sera venu, tous les Africains iront mener cette guerre-là afin que nous ayons notre liberté. En tout cas, à prix de canon, s'il le faut. Moi, je crois. Mais s'ils ne veulent pas le faire de cette manière-là, qu'ils aillent négocier tout doucement avec les Africains, parce que nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous acceptons, en tout cas, à négocier parce que nous avons des ressources que nous pouvons partager avec eux. S'ils ne veulent pas ce partage équitable, alors, en tout cas, ce qui va advenir, adviendra. Voilà. Et pour le cas de M. Poutine, en tout cas, moi, je trouve que tout ce qu'ils sont en train de faire là, les Russes sont dans leur logique de libération, de protection de leur peuple. Moi, je crois que ce soit M. Lavrov ou M. Poutine ne transigeront pas, en tout cas, ils ne vont pas se laisser berner pour une deuxième fois, comme ils l'ont fait sur les négociations en Ukraine, où les nazis se sont formés pour qu'ils puissent avoir cette guerre aujourd'hui au Donbass. Ça ne pourra plus avoir lieu. Ils ne vont pas se laisser berner une deuxième fois. Ils vont aller, en tout cas, à des négociations. Et d'ailleurs, il y a un pays de l'Est qui a déjà demandé à accepter les négociations. Et je crois que, en tout cas, tout sera posé cash sur table pour leur protection, pour la protection du peuple russe. Malgré tous ces manigances qu'ils sont en train de faire, la France n'est qu'un pays de moyenne puissance. Et je crois que ça sera traité entre les pays puissants, c'est-à-dire la Chine, la Russie, et même l'Angleterre et les États-Unis. Voilà, ça sera fait comme ça. Et ils font tout ça à cause de quoi? La reconstruction et tout ce qui va se passer. Voilà. Moi, je crois que les Russes ne sont pas, en tout cas, un peuple où il faut aller les laisser berner une deuxième fois. Voilà. Moi, je voudrais m'arrêter là. Je voudrais dire merci à tout ce que vous faites. Et puis, bon, en tout cas, ce travail médiatique, ce combat médiatique, je pense qu'en 2025, nous allons encore avancer plus. Et vraiment, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous, bon Marc. Débat. Alors,
encore 5 petites minutes à passer. On va les passer ces 5 minutes à vos côtés, messieurs, que ce soit chez Lou Lawson ou encore Linda Larbaoui. Peut-être un dernier tour de table rapide. Chez Lou Lawson, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov est resté évasif sur le lieu et la date d'une éventuelle rencontre avec la diplomatie française. Mais que doit faire Moscou dans un tel contexte? Saisir cette main tendue ou pas? Il me semble, M. Guéné, qu'il n'y a pas de main tendue. Il y a tout simplement une stratégie qu'on connaît, qui est la ruse. Et ça, les Russes l'ont très bien compris. Et leur démarche cohérente ne va pas changer. Il faut, je vous renvoie à cet arrêt sur l'image, n'est-ce pas, de la rencontre de Macron avec le président russe autour d'une table, une longue table où on l'a positionné à l'extrémité. Alors, on avait évoqué le Covid, mais au-delà de ça, toute la symbolique de cette table, aujourd'hui, explique ou en tout cas structure le positionnement de la Russie face à la France et qui, toujours, n'a pas su respecter toute l'affection que la Russie a eue du point de vue culturel, politique, positionnement même de la France à travers l'histoire. On a vu toujours une France qui s'est opposée à cette Russie et qui toujours a cherché à faire ce lien incestueux d'une certaine manière avec les États-Unis qui, me semble-t-il, ont émergé tout simplement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous comprendrez alors que la mémoire historique ne joue pas, en tout cas dans cette diplomatie française. Et de mon point de vue, eh ben, la Russie va rester très prudente, très distante et va toujours considérer la France comme étant un peu cet opportunisme qui, quelque part, ne reflète pas. En tout cas, c'est la grenouille qui veut atteindre, qui veut grossir, montrer qu'il est un bœuf, mais en réalité, elle va rester tout à fait grenouille. Pendant toute cette crise, vous pouvez imaginer que l'industrie nucléaire française, eh ben, tout le recyclage de l'uranium, eh ben, ou l'enrichissement de l'uranium se fait encore par Rostom, par la Russie, malgré tous ces conflits, et que la Russie continue par fournir du gaz, n'est-ce pas, à l'économie, à la France. Donc vous comprendrez alors que, eh ben, c'est quelque part, il y a une relation, en tout cas, je dirais, de l'enfant prodige, quelque part, entre la France et la Russie l'a toujours compris et va toujours traiter d'une certaine façon la France, puisqu'il y a beaucoup de liens au-delà culturels qui lient les deux pays d'une certaine manière. Mais de toute évidence, le positionnement de la France, le rôle que la France a joué sur le plan européen, sur le plan mondial, en ce qui concerne justement les conditions de paix au niveau de l'Ukraine, ce rôle-là, je ne pense pas que la Russie pourrait l'accorder à la France. La Russie veut discuter avec les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont à la base de cette guerre, qui ont créé tout le chaos européen. Eh bien, c'est avec les États-Unis qu'on va pouvoir trouver les conditions de la paix, comme ça a été, n'est-ce pas, à la fin de la guerre froide, qui a dessiné, qui devait geler le front, qui a permis la réunification de l'Allemagne. Et aujourd'hui, eh bien, il me semble que la Russie va s'inscrire toujours dans cette dynamique. Il se fait qu'au niveau européen, eh bien, cette posture, n'est-ce pas, d'unité est en train de se fracturer, en train de se disloquer, puisque les Allemands, eux aussi, directement appellent Poutine. Les Slovaques le font, eh bien, les Français le font. Chacun essaie, par des moyens détournés, d'aller parler au président russe à Kremlin pour pouvoir on voit les signes d'une défaite cuisante, d'une stratégie qui n'a pas marché, puisque les États-Unis qui sont à la base de cette stratégie, rebelote, ont changé de posture. Eh bien, ça prouve aujourd'hui que chacun va courir au Kremlin pour pouvoir tirer son épingle du jeu, mais fondamentalement, les Russes ont une vision, un positionnement, un discours cohérent. Je pense que c'est ça qui va structurer, n'est-ce pas, les nouvelles dynamiques qui vont redessiner la carte du monde sur le plan géopolitique, au niveau économique, au niveau politique
mais aussi également au niveau de la puissance qui laisse aujourd'hui maintenant la place à l'Afrique, à l'émergence du continent africain et surtout avec un nouveau monde avec les BRICS, ce déplacement tectonique qui restructure, n'est-ce pas, la géopolitique mondiale avec le leadership russe. Je pense que c'est là qu'il va falloir peut-être surveiller les prochains développements, en tout cas sur le plan géopolitique mondial. Merci à vous, M. Sheilou Lawson, depuis Manitoba, au Canada. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour un Togo nouveau. Vous êtes également le leader du projet panafricaniste Pyramide. Merci à vous, Linda Larbaoui, depuis la France, analyste politique. Les invités de cette émission du Point sur l'actualité, merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci également à la grande équipe de la réalisation. Très bon début de week-end à tous.